Bienvenue au Japon, du sud jusqu'au cœur du pays, entre volcans actifs, rizières, temples sacrés et bains chauds. Nous ne savions pas exactement à quoi s'attendre, mais ce que nous avons découvert nous a complètement dépaysés. Ce voyage, ce sont des montées interminables et des descentes grisantes, des rencontres touchantes, des paysages à couper le souffle et une immersion totale dans la culture japonaise. Alors, enfourche ton vélo avec nous et pars à la découverte du Japon autrement. Voici la première partie de notre traversée à la force des jambes. À peine arrivés à Fukuoka, nous avons remonté nos vélos, impatients de découvrir le Japon à la force des mollets. On vient de toucher le sol japonais. Et là, on vient de remonter tous nos vélos, à peu près 2 heures, je pense qu'on a pris. Et on va sortir donc, de l'aéroport international de Fukuoka. Et on est parti pour 26 bornes pour rejoindre le spot du soir. Bon, après avoir passé une très bonne nuit juste à côté de ce petit temple, on a mis la tente directement en arrivant assez tard après l'aéroport. On est parti pour notre premier véritable jour au Japon. Donc c'est parti, un peu de montée et puis après on va se régaler. Dès les premiers coups de pédale, une chose est sûre, nous avons changé de monde. Les routes sont lisses, les pistes cyclables omniprésentes, et ici les automobilistes font réellement attention aux cyclistes. Une première rencontre inattendue vient confirmer que l'aventure commence. Une négrette japonaise se dresse sur notre chemin. Nous traversons de petits villages paisibles, longeons des rizières et grimpons nos premières collines. Le paysage japonais s'offre à nous dans toute sa douceur. Le lendemain, la route nous emmène à travers de magnifiques forêts de bambous. Sur des petites routes tranquilles, nous avançons, déjà conquis. Mais tous les chemins ne sont pas aussi accueillants. Une pente raide et difficile nous rappelle que le voyage c'est aussi ça. Alors, pas trop dur? Voici un peu, hein. Ça grimpe bien, en plus c'est pas de la route là. Donc merci Komoot. Mais c'est joli. Finalement c'est ce qui compte. On vient de passer là sur une route, ça avait l'air fermé au début, un petit peu abandonné. Bah effectivement, c'est une route complètement abandonnée, couverte de mousse et de cailloux, et c'est une pente à bien 20%, immontable. Super raide, on a dû pousser les vélos et c'est dur. Heureusement, le midi, une pause bien méritée nous attend dans un restaurant japonais traditionnel. Des plats délicieux et une vraie découverte gustative. Alors Seb, quel goût ça a? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est super bon. Je comprends pas trop ce que je mange, mais c'est délicieux. Il y a des bouts d'algues, du tofu, des petites herbes. J'adore. Il va s'en sortir. La journée se termine en beauté dans notre premier onsen, qui est un bain thermal typique japonais. Bon, là, on se dirige tout droit vers nos premiers onsen. On va voir ce que ça donne. On est arrivé chez notre warm shower, un monsieur tout gentil qui a voyagé un peu dans plein de pays. Et du coup, il nous a dit allez voir ce onsen là. Donc là, on va se détendre là-bas. Normalement, ceux qui se posent la question, un onsen, c'est des genres de bains chauds, normalement qui viennent de sources chaudes naturelles. On va découvrir, du coup. On vous emmène, c'est parti. On est allé au onsen, on vient d'en sortir à l'instant, ça détend de fou. C'est si chaud par contre, mais en fait, là, on est complètement crevé parce que ça fait tellement de bien. Ouais, c'est fatigant, mais ça détend. Et là, pour le coup, vous vous doutez, on peut pas trop filmer à l'intérieur. On est dans la zone de notre warm shower, donc un petit hôtel en rénovation, et il nous a ouvert, rien que pour nous, une chambre avec des tatamis, des futons et tout. Le troisième jour débute avec une belle montée sur les hauteurs. En guise de récompense, notre tout premier ramen dégusté en chemin. On est en train de déguster notre premier ramen avec Brian. C'est vraiment très très bon. Il y a des nouilles, de la viande, et on a goûté aussi quelques petits gyoza. C'est vraiment super bon. Donc ça fait un bon repas qui remplit bien pour une bonne journée de vélo. Un peu plus loin, nous faisons halte dans un petit temple shinto. Ici, on se purifie, on prie ou on fait un vœu. C'est un lieu de calme, de respect, d'harmonie avec les esprits de la nature,
les kami. Ce soir-là, nous dormons au pied du mont Asso, que nous prévoyons d'escalader le lendemain matin. Et justement, le jour suivant, nous commençons par cette ascension. 10 km de montée nous amène jusqu'au cœur du volcan. Salut, c'est le 4e jour où on est au Japon et aujourd'hui on est en train de faire l'ascension du mont Asso. Et on voit tout autour de nous, je pense qu'on le verra un petit peu sur les images en drone, il y a plein de coulées de lave et d'éboulements. Je pense que ça c'est dû aussi aux différents tremblements de terre qu'il doit y avoir au Japon. Et pour l'instant le paysage est magnifique. Et il y a bon nombre aussi de cratères qu'on va aller visiter normalement si tout se passe bien. On a atteint un des sommets du parc national du mont Asso et c'est magnifique. On a des cratères de volcans partout. Le cratère Nakadaki, encore actif, nous impressionne. Un chaudron naturel d'où s'échappe une fumée constante. En son centre, un lac acide turquoise, entouré de fumerolles de soufre. C'est la descente vers la ville d'Asso, percée par des paysages volcaniques. Le jour d'après, c'est une épreuve physique. Plus de 1250 mètres de dénivelé positif. Les jambes chauffent, mais le décor nous récompense largement. Entre montagne et vaste étendue, le Japon prend des airs de Montana. Entouré de ranchs dans une vallée isolée, on pourrait presque croire qu'on a changé de continent. Puis, nous quittons les reliefs pour rejoindre la côte et la ville de Beppu, capitale japonaise des onsen. C'est le repas du midi. On est dans un petit restaurant coréen. Et donc là, petit poulet frit avec plein de petits accompagnements. Moi j'ai du bœuf avec des petites crêpes. Enfin, il y a plein de choses, ça a l'air incroyable. On va manger ça. Après un délicieux repas coréen, direction l'une des nombreuses sources chaudes de la région, Takegawara.
Nous sommes arrivés à Beppu, qui est la capitale des onsen, les sources chaudes japonaises. On en compte quand même plus de 2000 dans la ville. Et là, on est devant celui du Takegawara, donc c'est le onsen le plus emblématique de Beppu et de Japon même, on pourrait dire. Et sa particularité, c'est qu'on peut faire en fait des bains de sable. Ce onsen, il a été inauguré en 1879. Le onsen qu'on voit juste derrière nous, c'est pas le bâtiment original, c'est une rénovation qui date de 1939. Le soir même, changement d'ambiance. Nous dormons dans un temple bouddhiste, un lieu paisible, où l'on nous a même préparé le repas. L'hospitalité japonaise est décidément incroyable. On est dans le temple Ryunji. C'est un temple bouddhiste qui nous a accueillis hier soir pour dormir. Donc c'est un temple qui a plus de 100 ans. Et Ryunji, ça veut dire temple du dragon. Pour notre 7e jour, nous longeons la côte. Le vent dans le dos, des rapaces planent au-dessus de nous, portés par les courants. Puis, un ferry nous embarque vers une nouvelle étape, l'île de Shikoku. Après une semaine bien remplie, nous avons décidé de poser les vélos 2 jours sur une plage tranquille. Un petit coin de paradis et une rencontre inoubliable. Ah, non, dans ce sens-là, on voit mieux. Ah oui, c'est mieux éclairé. Alors, on s'est posé hier soir sur l'île de Shikoku. Donc pour nos 2 jours de pause chaque semaine. Et on a rencontré une dame quand on essayait de chercher un spot bivouac qui nous a proposé hier soir de manger un curry japonais. Et ce soir, elle nous propose de manger un nouveau plat. Je ne sais pas encore ce que c'est. On est chez la dame là et ils nous ont fait donc les okonomiyaki. C'est une sorte de petite pizza crêpe pancake. Là visiblement ça a l'air d'être aux fruits de mer. Ça sent le barbecue aussi, enfin, ça a l'air super bon. Merci encore à eux. Arigato. Donc c'est des okonomiyaki. À l'intérieur, il y a du chou, des œufs, du porc et plein d'autres choses. Une famille japonaise avec qui nous avons longuement discuté. Nobuko et son frère. Ils nous ont même offert un cours de cuisine sur les gyoza. Un moment chaleureux, simple, mais précieux. Les gyoza sont directement inspirés des jiaozi chinois. Ils ont été introduits au Japon pendant la première moitié du XXe siècle, probablement après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les soldats japonais sont revenus de Chine. Il y a une armée de choses à manger, c'est trop bon. Eh bien, c'est le réveil ce matin. Et dehors, on va dire qu'il ne fait pas un temps des plus magnifiques. Il pleut de fou. Et aujourd'hui, ça va rouler sous la pluie. Hein. C'est pas grave. On vous emmène, c'est parti. Puis, il a fallu repartir. Sous une pluie battante mais chaude, et c'est appréciable pour une fois, nous avons pédalé toute la journée jusqu'à notre prochaine étape. Ouais, on n'aime pas la pluie. Hein. Mais bon, faut avancer. Direction Kyoto pour le 7 juin. On a un warm shower qui nous attend. Ce soir-là, une nouvelle rencontre nous attendait. Un moine bouddhiste nous a offert une chambre d'hôtel et nous a emmené déguster un plat typique, Yawatahama Champloo. C'est un plat qui ressemble beaucoup au ramen. Il est composé d'un bouillon à base d'os de poulet et de porc, ainsi que de nombreux légumes avec des nouilles épaisses. Carrément le monsieur qui nous offre aussi le petit déjeuner quoi. Enfin, Ouais, c'est ça trop n'a bien. aucun sens. On va dans une espèce de boulangerie japonaise. Il y a plein de produits qui ressemblent à des produits français. C'est trop bien. Chaque jour, l'hospitalité japonaise nous touche un peu plus.
Le lendemain matin, nous sommes retournés voir le moine pour le remercier. Son temple, perché sur un promontoire, surplombe la ville depuis plus de 400 ans. Ici, en plus, le moine, c'était super intéressant parce qu'ils sont moines de génération en génération dans sa famille. Donc son arrière-arrière-grand-père, il était déjà moine dans ce temple. Après cette halte pleine de sérénité, nous avons repris notre route, longeant la côte baignée de lumière, sur une belle piste cyclable. C'est parti, on s'équipe, on met ses lunettes, la descente, on accroche les ceintures, le manège va commencer. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the manège will start. I speak English very good, very well. So now, it's the beginning of the fun. Let's go everybody. Put your hands up in the air. Le 12e jour, cap sur le château de Matsuyama. Direction le château de Matsuyama. Perché sur une colline, ce château défensif impressionne par son architecture complexe. Construit entre 1602 et 1627, il domine toujours fièrement la ville. C'est d'ailleurs une occasion parfaite pour vous parler un peu de l'histoire du Japon. Nous sommes arrivés au château de Matsuyama, qui surplombe la ville de ses 132 mètres d'altitude et qui est situé sur le mont Katsuyama. Le château a été construit de 1602 à 1627 par le seigneur Kato Yoshaki, et c'est l'un des 12 derniers châteaux originaux du Japon. On profite d'être ici au château de Matsuyama pour vous parler un peu de l'histoire féodale du Japon. Ce château, par exemple, il a appartenu à des clans qui étaient affiliés à un des 3 grands shogunats. Le plus célèbre, c'est celui de Tokugawa, qui a permis pendant 250 ans de maintenir la paix au Japon. À cette époque, il y avait un empereur, comme maintenant, mais il ne dirigeait pas, et en fait, ceux qui avaient vraiment le pouvoir, c'était les shoguns, qui eux dirigeaient depuis Kyoto. En 1868, le Japon abandonne cette idée de shogunat et l'empereur reprend son pouvoir. C'est ce qu'on appelle la restauration de Meiji et ça va durer jusqu'en 1912. Et à ce moment-là, c'est fini l'époque des samouraïs et il y a une plus grande ouverture au monde qui est faite. Avec cette ouverture au monde s'ajoute aussi une modernisation de l'armée. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la France a joué un rôle important puisqu'elle a envoyé des formateurs et des conseillers pour former l'armée japonaise. Mais après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la défaite du Japon et la constitution pacifiste de 1947, l'empereur devient seulement un symbole de l'unité nationale, sans aucun pouvoir. La particularité des châteaux comme celui de Matsuyama, c'est qu'ils possèdent une architecture défensive très sophistiquée. On y retrouve plusieurs enceintes avec des murs assez impressionnants, comme celle-là, ou celle-ci, ou encore celle-là. Mais on y trouve aussi des portes en chicane comme celle-là, ou encore cette porte qui est juste derrière moi, mais il y avait aussi des chemins en zigzag exactement dans lequel je suis qui permettaient de ralentir les ennemis et de les exposer. Voilà pour la visite du château de Matsuyama, maintenant on retourne sur nos vélos. On roulait sur le bord de la mer quand on est tombé sur ce temple Shinto qui est perché en haut de cette formation rocheuse, magnifique hein, derrière moi. Et en fait ce temple, il était destiné aux pêcheurs. Il y aurait eu une pierre divine, alors je ne sais pas si c'est le tout qui est la pierre divine ou s'il y a une pierre au-dessus. Et les pêcheurs y allaient pour prier, pour être protégés lorsqu'ils naviguaient pour aller pêcher. On est actuellement en jour de pause. On s'est dit en ce moment on se mettrait des jours de pause à chaque fois, 2 jours par semaine. Et là on est posé dans un petit lieu de pèlerinage qui est accessible aux pèlerins et aux voyageurs aussi. Donc du coup on reste 2 jours et là on est parti pour aller manger un petit coup.
qu'on est arrivé dans un petit restaurant de poulet frit. Donc ils ont été primés à plein de trucs. Et c'est absolument délicieux. Nous sommes à Imabari, et plus précisément dans son château. Construit en 1602, c'est un des rares châteaux japonais établis en bord de mer. En plus, il dispose d'un système de douves rempli d'eau salée. Nous sommes aussi au début de la piste cyclable des samouraïs. Bon, ben la visite du château d'Imabari est terminée. Et maintenant, c'est reparti pour la suite de l'aventure. Là, c'est le moment où Brian me le dit. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. Non, mais Brian, on est là pour montrer la vérité. Le vrai Japon. Pas celui qu'on voit dans les films, Brian. Quelques jours plus tard, nous sommes arrivés sur l'une des pistes cyclables les plus mythiques du Japon, la Shimanami Kaido, surnommée la piste cyclable des samouraïs. Elle relie Honshu à Shikoku, en traversant 6 îles de la mer intérieure de Seto, par une série de ponts spectaculaires. Parfois, nous nous sommes perdus sur de petites routes nous permettant d'accéder à un panorama spectaculaire. C'est un tracé hors du commun, entre mer intérieure, collines verdoyantes et structures majestueuses. Je le mets. Au matin du 16e jour, nous nous sommes réveillés face au pont de Tatara sous un ciel bleu. On a bien dormi cette nuit, on s'est installé sur une petite plateforme de piste cyclable. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Brian? Et ben on continue sur la piste cyclable des samouraïs, cette fameuse piste cyclable, et on va encore passer quelques ponts et on va s'arrêter, je pense, juste avant la fin de la piste pour profiter de ce magnifique paysage. Et les voilà, donc on continue sur la piste cyclable qui est juste là. Après un petit déjeuner face à une vue magnifique, nous avons repris la route entre les criques, les collines et les ponts suspendus. Et comme souvent, la magie des rencontres a opéré. Nous sommes tombés sur le chemin de Damien, un Français, et Charlie, un Australien, avec qui nous avons pédalé quelques kilomètres. Ce soir-là, nous avons campé ensemble, les vélos posés au bord du chemin. Oh boy, I'm getting too old. On vient de finir une petite montée et sur la piste cyclable des samouraïs, on a rencontré deux copains là, un Français et un Australien, et un Français qui vit en Croatie. Et du coup là, bon, on va rouler une journée avec eux, peut-être un peu demain matin. Et en tout cas là, on vient de bien grimper, on n'a pas pris la vraie piste, mais c'est beau, c'est magnifique, il y a une belle mer bleue. Ça, c'est
Le lendemain, après un doux réveil, nous avons repris la route avec Charlie jusqu'à Onomichi, où une glace partagée est venue sceller notre séparation. On vient de quitter notre nouvel ami australien, Charlie. Maintenant, on a vu le Fukuyama et on s'est arrêté pour ce midi pour manger dans un petit ramen. Et il a l'air absolument délicieux. On peut manger aussi des œufs durs en libre service. Il y a une petite bassine juste là, avec autant d'œufs durs qu'on veut. Enfin, on va voir si c'est payant ou pas, mais ça va pas l'air. Je sais juste pas éplucher les œufs, ça me prend 40 ans. Mais c'est pas grave, j'admets et je prends mon valorisation. Un bon bol de ramen plus loin, nous avons posé la tente devant un petit moulin. En fin de journée, un japonais nous a fait une démonstration d'aéromodélisme. C'est l'art de faire voler des modèles réduits d'avions historiques ou plus récents. Et m'a replongé dans la passion de mon enfance. Le jour suivant, c'est une famille d'aigrettes qui nous a observé notre réveil. C'est toujours fascinant de prendre le temps de regarder la nature qui nous entoure dès le réveil. Sur la route, nous avons dégusté 2 plats typiques, le yakiniku et le tonkatsu, un vrai régal. L'après-midi, nous avons visité le château d'Okayama, surnommé le château du Corbeau, face au jardin Korakuen, considéré comme l'un des plus beaux du Japon. Détruit en grande partie en 1945 par les bombardements azali, il a été reconstruit en 1966 avec des matériaux modernes, mais en conservant l'apparence extérieure d'origine. Contrairement au célèbre château d'Imeji, surnommé le château du Héron Blanc, celui d'Okayama se distingue par ses murs noirs et ses tuiles sombres, d'où son surnom. Cela lui confère une allure austère, mais élégante et imposante. Le 20e jour, un soleil de plomb nous a accompagnés dès l'aube, et le vent était violent, et a rendu chaque coup de pédale éprouvant. C'est la fin de la matinée, on a passé notre matinée à rouler sous le vent avec des fortes rafales, mais en tout cas il fait super beau contrairement à hier, et donc ça fait plaisir. Épuisés, nous avons fait halte dans un petit restaurant pour savourer des okonomiyaki. Cette galette japonaise est aussi copieuse que savoureuse. Nous avons ensuite terminé la journée dans un parc aux portes d'Imeji. Le lendemain, place à la visite du château, construit en 1601 par Ikeda Torumasu. Ils ont vraiment des noms compliqués les Japonais. Je rentre de Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat Tokugawa. Aujourd'hui, nous sommes au fameux château d'Imeji. On vous emmène avec nous pour la visite. Le château d'Imeji trône sur une colonne tel un gardien du temps. Mais son histoire remonte à bien plus loin. Mais l'histoire de ce lieu remonte à bien plus longtemps. En effet, Akamatsu Norimura a été le premier à construire un fort temporaire en 1333 sur cette colline qui deviendra plus tard le fameux château d'Imeji. Le château d'Imeji est surnommé le château du Héron Blanc en raison de ses murs en plâtre blanc. Il est composé de 7 étages et ses fondations sont faites en pierre volcanique. Mais aussi de sa silhouette qui pointe vers le ciel. Le château compte 997 meurtrières afin d'assurer une défense optimale, et selon les chiffres, il pèserait environ 5700 tonnes, soit l'équivalent de 950 éléphants d'Afrique, ou pour faire plus simple, le poids de 11 millions de sushis au thon, ou encore l'équivalent de 120 000 katanas soigneusement empilés en équilibre. Après une pause bien méritée, nous sommes partis explorer le jardin Kokoen, reconstruit en 1992 grâce à des découvertes et recherches archéologiques. D'après nos observations, il est entretenu à la main avec un soin remarquable. On les a vus arracher les petites herbes avec des petits gants blancs. Le jardin Kokoen comprend 9 types de jardins différents. Il a été construit selon des techniques de jardinage de l'époque Edo.
Quelques jours plus tard, nous avons repris la route à travers la campagne japonaise. Après 2 jours de pause, on repart maintenant en direction Kyoto. Avant, on va se poser un petit peu dans les montagnes juste au-dessus. Et avant de replonger dans les montagnes, une scène inattendue a retenu notre attention. Une partie de parc golf. Ce sport né à Hokkaido est une version simplifiée du golf, qui se joue avec un gros club en bois et une balle plus grande que la normale. Un jeu populaire surtout chez les retraités japonais, où l'on sent tout autant la convivialité que la précision du geste. La journée s'est poursuivie en douceur, portée par les courbes paisibles des collines japonaises. Au détour d'un virage, un spectacle étrange et magnifique s'est offert à nous. Un arbre entièrement peuplé d'aigrettes japonaises et de hérons. Elles étaient des dizaines, peut-être une centaine, parfaitement immobiles. L'arbre semblait vivant, comme s'il respirait au rythme de ses oiseaux. Mais dis-moi Jamie, le sol de l'arbre semble complètement couvert de neige. Ah non Fred, c'est de la merde. Nous connaissions les arbres fruitiers type les pommiers, les poiriers. Maintenant, on a l'aigrettier. C'est quoi? C'est un arbre avec des aigrettes partout dedans. Mais attention, c'est pour ça qu'on a un casque, il faut se protéger des fientes qui tombent. Donc on a respecté Une distance de sécurité. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est magnifique. C'est la pipou. Quelques kilomètres plus loin, un lac est apparu comme un mirage. Ses eaux turquoises et limpides reflétaient les cimes et les forêts l'entourant comme un écrin. Un lieu hors du temps parfait pour établir notre bivouac. Tandis que le soleil déclinait, nous avons exploré les rives dans le silence, baignés dans une lumière dorée si particulière. Demain, nous mettrons le cap sur Kyoto, une étape symbolique et attendue de notre voyage. Mais ce soir, dans ce coin de nature préservé, nous savourons l'instant, tout simplement. On espère que cette vidéo vous a plu. Actuellement, on est sur le dernier spot bivouac avant d'arriver à Kyoto demain. On se retrouve pour la suite du Japon d'ici quelques semaines. Et à bientôt! Salut!